Bonjour messieurs, dames. Avant toute chose, je voulais remercier François Bayrou et Delphine Semavoine pour leur invitation, ainsi que ma collègue Caroline Fischer qui a eu la gentillesse de proposer et de défendre ma candidature pour cette intervention, dont le thème est le progrès et le droit, avec comme sous-titre la théorie de la relativité. Étudier les notions de progrès et de droit implique a priori que l'on définisse les deux concepts, ce qui est déjà un défi difficile à réaliser le temps d'une conférence. Notre démarche, qui souhaite s'inscrire dans une dimension pédagogique, risque parfois de tomber un peu dans la caricature, et nous assumons d'emblée quelques reproches qui pourraient m'être adressés sur la dimension réductrice et même simpliste de certaines analyses. Au XVIe siècle, le progrès fait son apparition durant la Renaissance et se caractérise par sa foi en l'homme. Les humanistes sont convaincus que la civilisation évolue de façon continue et régulièrement vers des lendemains meilleurs. La philosophie humaniste affirme que la civilisation tend vers le progrès, c'est-à-dire vers une libération de l'homme. Cette marche vers la forme idéale de la civilisation devra s'appuyer sur les techniques afin que l'homme ne soit plus tributaire des contingences de la nature, et également sur la mise en place d'une constitution idéale mondiale afin que l'homme soit libre à l'égard des autres hommes. Au siècle suivant, Descartes veut rendre l'homme maître et possesseur de la nature par la science. C'est l'un des principes fondamentaux mais dangereux pour concevoir le progrès. Le XVIIIe siècle voit surgir le désir de transformer radicalement la société. La raison, l'esprit critique, la science sont exaltés comme des forces de progrès. Montesquieu, dans les lettres persanes, Voltaire, dans ses lettres philosophiques, Diderot et l'encyclopédie, ont foi dans le progrès, contrairement à Rousseau, qui doute du progrès moral, car selon lui, la société corrompt l'homme, même s'il croit en une société plus juste et en fournit les principes dans le contrat social. Au XIXe siècle, l'idée de progrès devient véritablement un mythe en raison de l'essor de la science. Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, voit avec pas mal de lucidité que le peuple, de plus en plus instruit, ne supportera plus les trop grands écarts sociaux et que le développement des transports fera aussi voyager les idées. Durant les révolutions de 1948, l'idée de progrès est intimement liée à celle de démocratie. Lamartine, sur les révolutions, Michelet, dans son Histoire de France, Victor Hugo, dans nombre de ses ouvrages, ont foi dans le progrès. Baudelaire, malgré son culte de la modernité, rejette l'idée de progrès, car la nature humaine lui semble mauvaise. Il pratique un culte de l'individualisme qui résiste au nom des valeurs intellectuelles à cette volonté de progression collective. À l'opposé, les romans de Jules Verne exaltent la science et la technique, et Zola espère la victoire d'une France à refaire. Au XXe siècle, ce consensus s'effrite en même temps que l'optimisme humaniste. On qualifie d'humaniste toute théorie ayant pour objectif le plein développement des facultés de l'homme et le respect de la dignité de la personne. Cet objectif, qui constitue un véritable programme, ne peut faire l'économie du droit qui est au cœur de l'ambiguïté fondamentale du progrès, qui présente tout autant d'avantages que de dangers. Autrement dit, il nous semble impossible d'aborder la notion de progrès sans s'interroger sur la place, sur la fonction, sur les limites et sur la formation de la norme juridique à travers précisément le prisme du progrès. Il y a plusieurs façons de décliner droit et progrès. Première problématique, le droit progresse-t-il ? Est-ce que, par exemple, notre droit a progressé depuis l'époque romaine, dont l'héritage en matière juridique n'est plus à présenter ? L'historien du droit devrait pouvoir facilement répondre à cette question, mais au fur et à mesure qu'il avance dans ses recherches et dans sa réflexion, sa modestie augmente. Ses interrogations se font de plus en plus pressantes et le conduisent à la prudence, à souligner la relativité de toute réponse. Autre façon de décliner le rapport droit-progrès pourrait consister, pour l'historien du droit, à tenter de mesurer la portée du syndrome de Galilée.
Autrement dit, revenir sur les conséquences de l'antique condamnation de la science par l'Église. Copernic et Galilée sont des figures emblématiques de la libération de la science par rapport aux interdits de la religion et à la représentation religieuse du monde. Il est d'ailleurs hautement significatif que les premières révolutions scientifiques aient été initiées par des savants profondément attachés à la religion. Cela signifie que même chez les hommes de foi, le désir de connaissance, l'exigence de la rationalité l'ont emporté sur la volonté de soumission à l'autorité du sacré. Je rappelle que l'Église, au départ, n'a pas toléré que se constitue une sphère autonome dans le champ de la culture. D'où l'affaire Galilée qui marque sa volonté d'arrêter la démarche scientifique ou encore de l'enfermer étroitement dans les cadres et les limites de l'idéologie religieuse. Pourtant, ce qui me paraît différencier la religion et le droit réside dans le fait que ce que l'Église combattait avec acharnement, ce n'était pas la nouvelle cosmologie qui aurait pu peut-être se concilier avec la doctrine de l'Église. Ce qui était intolérable, ce qui menaçait le système de l'Église, c'était la nouvelle conception de la vérité que proclamait Galilée. Une vérité physique, indépendante, ne devant rien à la parole de Dieu, ni à l'Écriture. Le droit et par là le législateur et le politique ne sont pas dans la même posture que l'Église au XVIIe siècle. Droit et progrès se rencontrent, une forme d'ambivalence, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du principe de précaution, principe et thème qui a fait l'objet de nombreux colloques. Il existe un nombre considérable d'ouvrages, d'articles qui traitent de l'encadrement, notamment de la science par le droit. En outre, lorsque viennent s'ajouter aux arguments des scientifiques et des juristes des questions religieuses, morales, éthiques, le débat peut devenir extrêmement délicat et sans fin. Autre façon de décliner droit et progrès, la problématique extrêmement intéressante du progrès de la science qui peut être au service du droit de la preuve. Nous l'évoquons au cours de cette introduction, mais nous ne la traiterons pas dans notre développement. Les méthodes scientifiques et les progrès de la science ont été créatrices de nouvelles catégories juridiques de preuves. Celles qui viennent d'abord à l'esprit sont celles dont font le commerce de nombreuses séries américaines qui reposent donc sur ces enquêtes diverses, les traces d'ADN, les indices chimiques, biologiques, radiographiques, etc. Mais ce peuvent être aussi des enregistrements, des photographies, l'utilisation récurrente des téléphones portables aujourd'hui, caméras, photos, etc., sont des éléments extrêmement intéressants qui ne sont pas toujours recevables dans le cadre des procédures judiciaires. La question de cette recevabilité de ces nouveaux modes de preuve se pose, de même celle de l'avancée des progrès de la science susceptible de conduire un juge à réouvrir un dossier, de même celui de l'allongement des délais de prescription, dans la mesure où certaines traces, indices ont pu être conservés, et que les progrès de la science ouvrent de nouvelles perspectives, permettent de découvrir de nouveaux éléments pour enrichir l'instruction. Le problème de la conservation, de la fiabilité de ces preuves est aussi à prendre en considération. De même, leur manipulation, leur transformation, leur communication restent aussi des sujets qui font l'objet de nombreuses controverses. Cette communication ne vise pas à proposer des solutions. Ce serait bien présomptueux de s'engager sur des terrains que les spécialistes eux-mêmes, scientifiques et juristes, ont parfois du mal à décrypter. Notre démarche va se limiter à mettre en perspective quelques exemples qui nous paraissent éclairer la problématique de ces rencontres. Je me limiterai à proposer quelques pistes de réflexion donc pour alimenter, dans un premier temps, la question du rapport entre le progrès scientifique et le droit. Dans un second temps, je reviendrai sur quelques questions juridiques relatives au principe de précaution. Enfin, je terminerai mon intervention en évoquant une institution judiciaire qui me semble jouer un rôle fondamental dans le cadre justement des progrès du droit.
Et comme vous pouvez le remarquer, une fois n'est pas coutume, je suis un juriste qui propose un plan en 3 parties, ce qui me fait quand même souvenir que, parallèlement au droit, j'ai fait des études d'histoire. Alors, droit et progrès scientifique. L'image commune des rapports entre droit et sciences et technique est marquée par des traits caractéristiques que l'on peut résumer assez facilement. Le droit est un outil de contrainte qui peut limiter la liberté des chercheurs et qui peut faire obstacle au progrès scientifique. L'évolution du droit est parfois trop lente et ne parvient pas à suivre le rythme imposé par le progrès scientifique. Cette approche peut paraître contradictoire, parce qu'elle critique à la fois la présence du droit et son absence, souligne le professeur Étienne Vergès dans une étude extrêmement intéressante intitulée « L'évolution scientifique technologique au prisme du droit, aperçu d'une relation à plusieurs facettes ». Dans cette étude, il explique que le droit est placé au cœur d'impératifs antinomiques en apparence. La liberté de chercher et d'innover d'un côté, la demande de sécurité et de confiance de l'autre. Dans un article intitulé Law and Science, Some Points of Confutation, publié en 1966, David Cavers, professeur de droit à Harvard, montrait que les relations entre droit et science comportaient de nombreux points de contact. Cette étude contredisait l'image communément répandue du droit, instrument de prohibition et obstacle au développement de la connaissance et des innovations. Dans cette étude, Cavers propose 5 types de relations. Premièrement, le droit se décharge de sa fonction juridictionnelle et met à contribution le savoir scientifique pour prendre une décision. C'est la figure de l'expertise juridictionnelle. Deuxième relation, l'évolution scientifique soulève des problèmes de politique fondamentales qui imposent de réexaminer les doctrines juridiques établies. On a là l'impact de l'informatique sur la vie privée, sur l'atteinte à la propriété intellectuelle, par exemple. Troisième type de relation, le droit intervient lorsque les développements scientifiques créent de nouveaux risques. Ce sont les effets indésirables des médicaments, le risque nucléaire, par exemple. Quatrième type, le droit est un instrument de l'action gouvernementale pour définir des objectifs scientifiques, rationner les ressources de recherche rares et chercher à maximiser les contributions de la communauté scientifique. La question des politiques scientifiques, des agences de moyens, etc. Et enfin, cinquième type de relation, le développement scientifique a un impact sur les relations internationales. Il suffit de penser à l'arme nucléaire, et bien sûr, cela suscite immanquablement l'intervention du droit dans le cadre des conventions internationales. Ces éléments-là conduisent finalement le droit, en tout cas les producteurs de normes, à encadrer la science, encadrer les éléments qui sont produits par la science. Le régime d'autorisation, par exemple, est très fréquent en matière scientifique et technologique. Le produit technologique mis sur le marché se diffuse, sa propagation est difficile à maîtriser. Le régime d'autorisation s'impose de façon assez logique. Le régime d'autorisation est plus original en matière expérimentale. L'expérimentation est-elle dangereuse en soi ? Ne faut-il pas considérer que l'expérimentation, en tant qu'instrument de connaissance des risques, doit être encouragée et non pas soumise à la contrainte juridique ? Autre question, la valeur de la connaissance acquise par l'expérimentation ne doit-elle pas conduire à libéraliser de façon générale toute expérimentation ? Ces arguments n'ont pas fait obstacle au développement des régimes d'autorisation des recherches scientifiques dans des domaines très sensibles. La recherche sur la personne humaine, la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires, les recherches sur les OGM. Toutes ces recherches scientifiques sont soumises à des régimes d'autorisation administrative, avec passage devant une instance qui procède pour partie à une évaluation éthique de la recherche.
Comité de protection des personnes, Agence de la biomédecine, Haut Conseil des biotechnologies, etc. En effet, l'expérimentation peut se révéler porteuse de risques pour la personne. Lorsqu'on teste sur l'homme l'effet thérapeutique et l'innocuité d'un médicament, on prend nécessairement un risque, quelle que soit sa mesure et sa maîtrise par l'investigateur. L'expérimentation est parfois porteuse d'un risque collectif et ou environnemental. Lorsqu'on mesure la dissémination d'une plante génétiquement modifiée, dans le cadre d'un essai en plein champ, on prend le risque de la dispersion des plantes et de ses conséquences. Le droit intervient à partir du moment où l'on estime que la confiance placée dans l'investigateur pour maîtriser les risques n'est pas suffisante. L'intervention du droit peut encore se justifier par l'efficacité relative des autres formes de régulation. On est là dans l'éthique. L'enjeu est différent, s'agissant de la recherche des embryons, sur les embryons. Le régime d'autorisation n'est pas lié à la maîtrise du risque. On sait que la recherche sur l'embryon constitue nécessairement une atteinte à son intégrité. L'embryon, qui fait l'objet d'une recherche, est voué légalement à la destruction. Il n'est plus question de gestion ou de maîtrise du risque, puisque le dommage est irrémédiable. En revanche, la recherche sur l'embryon est au cœur d'un conflit de valeurs et de définition. Il s'agit de savoir si l'embryon doit être juridiquement défini comme une personne, comme une chose ou comme une troisième entité. Face au caractère inconciliable des opinions qui forment cette controverse, le droit indique un chemin médian. Il penche en faveur de la liberté en ouvrant la porte aux recherches sur l'embryon. Il penche en faveur de la contrainte en soumettant cette ouverture à un régime d'autorisation administrative. La recherche est possible, mais elle est soumise à un mécanisme de contrôle a priori. Le droit n'est plus un instrument de maîtrise des risques, mais un outil de gestion politique de positions adverses, contradictoires et d'intérêts privés ou opposés. Plus la connaissance de l'humain progresse, plus ses frontières deviennent floues et plus son potentiel d'utilisation commerciale se développe. Le droit apparaît alors comme l'instrument qui permet à la société non seulement de définir l'humain indépendamment des considérations scientifiques, mais également de lui accorder une protection indépendamment de son potentiel thérapeutique ou commercial. Cette fonction peut être mise en œuvre au détriment de la recherche scientifique et ses développements thérapeutiques. Il s'agit là de choix qui dépendent fortement du contexte politique, géographique, historique, et c'est pour cette raison que les lois de bioéthique sont accompagnées d'une clause de révision périodique. Autre élément extrêmement intéressant dans les rapports entre droit et progrès, c'est tout ce qui concerne la responsabilité du fait des activités scientifiques et technologiques. Alors, cette responsabilité est assez ancienne. Elle remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque la Cour de cassation a initié dans un célèbre arrêt, l'arrêt Teffen, un régime de responsabilité civile fondé sur le risque étranger à toute idée de faute. Un ouvrier avait été tué par l'explosion d'une chaudière d'un navire remorqueur, et on avait découvert que cette explosion était due à la défaillance d'une soudure. Mais il n'a pas été possible de connaître l'origine de cette défaillance. Aucune faute ne pouvait être identifiée dans cette affaire, et la Cour de cassation a considéré que l'employeur était responsable à l'égard de son employé du fait de la chose qui était à l'origine du dommage. Le fondement de cette responsabilité, sans faute, se trouvait dans le risque créé par une technologie. Cette affaire montre que le droit constitue un mode d'encadrement original des sciences et technologies, puisqu'il ne prévient pas la survenance du risque, mais en répare les conséquences. Cette réaction peut paraître surprenante, mais elle est essentielle dans une société technoscientifique dans laquelle le développement des innovations s'accompagne d'un risque incompressible, et non pas incompréhensible, quoique parfois il est incompris. La responsabilité du fait d'une activité à risque constitue le corollaire de la liberté d'exercice de l'activité scientifique et technologique. C'est ainsi qu'on a vu se multiplier des lois destinées à régir de façon particulière la responsabilité du fait des activités scientifiques et technologiques. J'ai une liste entière, une page entière de lois, elle n'est pas exhaustive. Je ne vous ferai pas
l'affront de vous la lire. Je m'arrêterai sur 3 ou 4 lois pour vous donner la mesure de l'abondance normative en la matière. Donc, des lois de 1917, de la loi de décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, qui est aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre droit positif, dans le cadre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, en passant par les lois, la loi du 1er juillet 1964 sur la responsabilité de l'État pour les vaccinations obligatoires, celle du 12 novembre 65 et 30 octobre 68 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, celle du 20 décembre 1988 sur les recherches biomédicales, qui est aujourd'hui dans le Code de la santé publique. On a un nombre incalculable de lois qui sont aujourd'hui dans le cadre du Code de l'environnement, la loi 2008 relative à la responsabilité environnementale et beaucoup d'autres. En fait, l'activité scientifique et technologique induit une obligation de sécurité dont la sanction se trouve dans la responsabilité. Le droit de la responsabilité, qui est un droit d'intervention a posteriori, connaît aujourd'hui une transformation importante sous l'influence du principe de précaution. C'est le deuxième point de mon développement. Le principe de précaution constitue un principe directeur assez clair en dépit des critiques et des oppositions qu'il continue de rencontrer, notamment dans la gestion de l'environnement, et ce, quels que soient les niveaux, national, européen, international. C'est dans ce domaine qu'il a trouvé, il y a près d'une trentaine d'années, ses premières formulations pour définir l'attitude que le gouvernement allemand entendait adopter en matière de gestion des ressources naturelles. Attitude de précaution, ou plutôt de prévoyance, qui se distinguait d'une attitude plus classique de protection des dangers immédiats, en ce qu'elle prenait en compte des risques non identifiés ou portant sur le très long terme dans les prises de décision en matière environnementale. Ce principe de précaution s'est étendu progressivement à tout un ensemble de domaines où la gestion des ressources naturelles se trouvait engagée, mais pas seulement, mais par exemple en matière d'environnement, sur le traitement des pollutions maritimes, la gestion des ressources halieutiques, la protection des forêts, etc. Elle a trouvé enfin une de ses premières formulations importantes lors du célèbre sommet de la Terre réuni à Rio en 1992. Et la déclaration stipule, qui traite donc de cette question, pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Au niveau européen, le principe de précaution a été assez rapidement intégré aux principes généraux déterminant l'action de la communauté dans le domaine environnemental, ensuite de l'Union. Et on le voit affirmé dans l'article 174R du traité. On peut lire « La politique de la communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. » Donc le principe est ici un élément essentiel du dispositif plus général qui vise à assurer aux citoyens européens un niveau élevé de protection à la fois dans le domaine de l'environnement et de la santé. Ces deux domaines se trouvant bien sûr articulés, extrêmement liés. Pour en rester pour l'instant au domaine de l'environnement, le principe de précaution est enfin venu redéfinir les politiques françaises en la matière. C'est en particulier la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Il s'est trouvé par la suite adossé à la Constitution de la Ve République,
via la Charte de l'environnement, dont l'article 5 déclare, je cite, « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Fin de la citation. La France est ainsi sans doute l'un des pays où la présence du principe de précaution est, tout au moins dans les textes, la plus marquée, la plus présente. Ce qu'il faut remarquer, en effet, c'est que le principe de précaution implique la reconnaissance d'un rapport de dépendance de la nature à l'homme, un devoir de protection de celle-ci par ce dernier, et l'entrée donc dans l'espace politique au sens large de la nature comme telle, et non plus simplement en tant qu'elle a un impact sur le développement humain, même si cette dimension reste très importante. Ce sont bien la mer, la terre, l'environnement ou les écosystèmes comme tels qu'il faut protéger des dommages potentiels induits par l'action humaine. Le principe de précaution s'intègre à un cadre plus général de principes gouvernementaux. Principe d'action préventive, principe de correction si possible à la source, c'est-à-dire en agissant sur les modes de production même, des atteintes à l'environnement, enfin, le principe que j'évoquais tout à l'heure, du pollueur-payeur. Il est inséparable d'une rationalité spécifique de gouvernement que résume assez bien la déclaration finale d'une conférence qui a lieu en 1998, qui revient sur un certain nombre d'analyses extrêmement intéressantes. Donc, cette déclaration pose dans un premier temps le principe selon lequel, lorsqu'il existe une menace de dommages graves sur l'environnement et la santé, des mesures doivent être prises, même si les relations de cause à effet ne sont pas entièrement établies scientifiquement. Autrement dit, il y a une mise en place d'un traitement particulier de l'incertitude avec l'idée que, dans certains cas, on ne peut se payer le luxe de l'incertitude parce que cette incertitude expose à des dommages irrémédiables ou catastrophiques. Le principe de précaution fait de l'incertitude une urgence. On pose alors une forme de présomption qui doit être néanmoins étayée d'arguments probables que l'incertitude est porteuse de menaces, là où autrefois il aurait fallu prouver scientifiquement l'existence et le degré de cette menace. Il va s'agir donc de gérer une présomption de dangerosité de l'incertitude. Pour cela, on déploie un dispositif de surveillance, de détection. On essaye de l'organiser, de le mettre en place de la façon la plus rapide possible, plus tôt possible, pour pouvoir déceler les menaces émergentes. Le principe pollueur-payeur conserve une dimension curative et distributrice. Une fois le dommage accompli, le responsable doit emporter la responsabilité et l'indemniser. En un sens, celui qui mène une activité potentiellement dommageable peut continuer à la mener dans la mesure où il intègre dans le coût de son entreprise ce coût potentiel de l'indemnisation. C'est le cas de pas mal d'entreprises encore aujourd'hui. Mais cela suppose bien sûr qu'on continue à admettre la possibilité d'une indemnisation, que les dommages sont compensables et codables en termes économiques. La même remarque s'applique au principe de prévention. Et dans cette déclaration, la question est traitée de façon assez intéressante. On précise que s'il s'agit bien de prévenir un dommage, on reste dans une rationalité qui admet comme normal un certain niveau de dommage et une certaine évaluation du rapport entre risque et bénéfice, des bénéfices pouvant compenser les risques. C'est que le principe de précaution semble emporter avec lui, c'est donc l'idée qu'il existe certains dommages incompensables et tout à fait intolérables, qui échappent à tout codage économique face auquel l'approche curative et l'approche préventive classique, avec sa balance précise risque-bénéfice,
ne suffit plus. Il faut agir au plus tôt, sans attendre de certitude, et ce en prenant en compte les pires hypothèses. Alors bien sûr, on reproche cette posture, notamment à la France, qui dans ce domaine est très prudente, contrairement à d'autres pays européens, et contrairement bien sûr à des pays plus éloignés. C'est un débat qui mérite d'être posé. Je ne m'amuserai pas à le trancher, vous l'imaginez. Deuxième question posée dans le cadre de cette réflexion, c'est le renversement de la charge de la preuve. Ce qui paraît logique puisqu'on inverse la valeur de l'incertitude. Ainsi, c'est à celui qui développe un certain produit de prouver que ce produit ne comporte pas de menace pour l'environnement et pour la santé. C'est un point qui a été longuement discuté, qui est très largement contesté, sachant qu'il est souvent très difficile de prouver l'absence d'une menace, surtout dans des domaines aussi sensibles que la bioéthique, les recherches en matière d'environnement, etc. Le processus d'application du principe de précaution se doit d'être transparent, informé et démocratique. Il doit inclure toutes les parties potentiellement affectées. Le principe de précaution emporte avec lui un principe de transparence, de participation démocratique, ainsi que l'inclusion dans les processus de décision de tous les acteurs qui sont concernés et impliqués. D'abord impliqués, ensuite concernés. La Charte de l'environnement souligne dans son article 7 « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » Derrière ces dispositions, il y a la reconnaissance de certaines limites liées aux mécanismes classiques de décision publique, reposant sur une expertise scientifique, dont la valeur est parfois remise en question. On sait que les lobbies commandent un certain nombre d'études et qu'ils font pression pour que les résultats de l'étude aillent plutôt dans un sens qui leur est bien sûr favorable. Ce processus doit impliquer l'examen de toutes les alternatives, toutes les solutions, y compris le fait de ne pas agir. Peut-on ajouter aussi les pires scénarios, qu'il s'agisse bien sûr, il s'agit dans ce cas d'intégrer ces éléments-là dans le processus de décision. Ce qui invite à faire la rationalité de précaution, c'est à envisager à long terme l'ensemble des conséquences possibles d'une décision et particulièrement envisager les pires conséquences, si peu probables qu'elles soient. Pour le meilleur ou pour le pire, le principe de précaution se trouve désormais au cœur des dispositifs de santé publique, au cœur des dispositifs relatifs à l'environnement. Pour le meilleur, parce qu'il conduit à adopter une attitude de prudence et de recherche active de risques inconnus dans des situations où l'extrême rapidité de diffusion de certaines menaces rend l'attente de la certitude ou l'inaction extrêmement dangereuse pour la population. Et dans ces cas-là, le principe de précaution, finalement, va servir le droit va lui éviter d'être en retard. Mais souvent, pour le pire, parce qu'il conduit à rompre avec le raisonnement même de la santé publique, à privilégier certaines menaces potentielles au nom de leur force médiatique, de leur caractère impressionnant, ou facilement imputables à une décision aux dépens de risques connus plus graves et bien réels. Parce qu'il tend à légitimer des mesures en dehors de toute proportion, avec une menace mal identifiée, et à introduire dans la santé publique une demande infinie qui n'est guère compatible avec elle. Il convient de veiller à ce que
le principe de précaution ne se transforme pas en un remède pire que le mal qu'il peut prévenir. Alors, plusieurs associations, groupements essayent de défendre une lecture moins rigide, une interprétation moins rigide du principe de précaution. Je ne reviendrai pas là-dessus, peut-être dans le cadre des discussions ensuite, mais on a des propositions qui tentent de nuancer ces effets et les effets de blocage qu'il peut générer, notamment pour la science et la recherche. Troisième temps dans mon intervention, il est le fruit des recherches que j'ai pu engager dans le cadre justement de cette journée. Donc, je suis historien du droit et des institutions et j'ai essayé d'appréhender la jurisprudence. J'ai essayé de voir comment la jurisprudence pouvait gérer cette question du progrès du droit. Les questions que j'ai évoquées jusqu'à présent, bien sûr, sont au cœur de la problématique, mais je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une institution qui sortait du lot et qui jouait un rôle fondamental, qui était porteuse de progrès et qui était fondamentalement progressiste dans sa façon de dire le droit. Le droit est éminemment politique. Il est un indicateur très utile pour celui qui analyse une société. Et l'historien du droit considère que la production jurisprudentielle est une source précieuse, extrêmement précieuse pour mesurer l'état d'une société. Il peut y avoir une loi, et il y en a nombreuses qui ne sont pas appliquées. Il y a des lois qui sont appliquées d'une façon un peu particulière. Et il y a des lois qui sont suffisamment peu précises pour permettre aux juges une certaine marge de manœuvre, une marge d'interprétation. En outre, les dysfonctionnements de la justice sont révélateurs de malaises, qui peuvent être liés bien sûr au manque de moyens accordés à l'institution, c'est le cas aujourd'hui, mais d'autres considérations peuvent aussi être évoquées. Et dans ce domaine, la France a régulièrement été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis 1959, elle a été condamnée près de 300 fois sur le fondement d'un article qui n'est pas respecté par nos institutions judiciaires. Je cite l'article : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. » Depuis 1959, la France a été condamnée 2 fois sur 3 dans le cadre des affaires où elle a été présente. Alors justement, la jurisprudence de cette institution supranationale a été à l'origine d'avancées législatives importantes dans notre pays, en matière d'écoute téléphonique, d'équilibre de nos procédures judiciaires, et plus récemment en matière de garde à vue. Il existe donc des progrès d'un autre ordre, plus ou moins dépendant des conquêtes des sciences, dont les droits de l'homme ont plus particulièrement vocation à révéler et à consolider les effets bénéfiques. Ce sont les progrès de la civilisation. Les progrès de la science ne sont pas une garantie de progrès de la civilisation. C'est pour tenter de limiter les effets pervers de l'utilisation que font les hommes de certaines avancées scientifiques que ceux qui ont survécu à la guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, ont essayé de promouvoir une protection internationale et surtout européenne des droits de l'homme, afin, comme le souligne un article très intéressant du professeur Jean-Pierre Marguenot, d'empêcher la bête immonde
de sortir du ventre encore fécond d'États qui, de la plus démocratique des manières, ont pu voter les pleins pouvoirs à un chancelier Hitler ou à un maréchal Pétain. Et il poursuit, c'est à éviter pareil effondrement de la civilisation que travaille notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, la lecture du préambule de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet de comprendre que le système de protection mis en place par le Conseil de l'Europe ne vise pas uniquement à résister contre toute tentative de recul de la civilisation, mais il cherche également à en promouvoir les progrès. En fait, peu de publicité est faite sur le travail réalisé par la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans sa jurisprudence, encourage implicitement ou explicitement le progrès en cette matière. La Cour européenne des droits de l'homme, dont les arrêts sont obligatoires pour les États condamnés, a joué un rôle inestimable dans la protection et la liberté reconnue par la Convention. Dès le départ, elle a en effet été guidée par le souci d'assurer à ces droits leur pleine effectivité. Elle a reconnu, par exemple, la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Cette conception volontariste de son rôle s'est traduite par une jurisprudence dynamique, finaliste, qui repose sur le principe selon lequel la Convention est un instrument vivant à interpréter la lumière des conditions actuelles. C'est ainsi que, se fondant sur les stipulations de la Convention, elle s'est prononcée sur de nombreux sujets de société, concluant à une violation de la Convention par les États mis en cause dans des affaires relatives, par exemple, aux droits des enfants naturels, à la régression pénale de l'homosexualité, à la répression pénale de l'homosexualité, ou encore au transsexualisme. Cette volonté d'assurer leur pleine effectivité aux droits reconnus par la Convention l'a également conduite à juger qu'une attitude purement passive de l'État pouvait rendre illusoires de nombreux droits et que la garantie de ces derniers pouvait impliquer des obligations positives à charge de l'État. Dans un arrêt, Siliadin contre France, en 2005, la Cour a par exemple mis en cause l'insuffisance du droit pénal français pour assurer une protection concrète et effective à une requérante victime d'esclavage domestique. Enfin, si elle reconnaît la nécessité de maintenir une certaine forme de conciliation entre les impératifs de la défense de la société démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels, la Cour s'assure que les restrictions apportées par les États à certains droits sont prévues par la loi, qu'elles poursuivent un but légitime et qu'elles sont nécessaires au fonctionnement d'une société démocratique. En tout état de cause, aucune dérogation ne saurait être admise dans la mise en œuvre de certains droits. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, c'est l'article 3 de la Convention, l'interdiction de l'esclavage, l'article 4, principe de l'égalité des délits et des peines et non rétroactivité de la loi pénale, c'est l'article 7, et le respect de la règle non bis idem, qui est donc cette règle qui interdit la double incrimination, qui répond donc à un souci, bien sûr, de protection des libertés individuelles d'une personne qui a été poursuivie. À plusieurs reprises, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont contraint les États parties à modifier leur législation afin de se conformer à sa jurisprudence. C'était le cas de nombreuses fois pour la France. Les arrêts de violation sont obligatoires pour les États condamnés, qui sont donc tenus de les exécuter. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe est compétent pour veiller à cette exécution. Depuis sa création, 62% des violations constatées par la Cour concernaient l'article 6 de la Convention, c'est le droit à un procès équitable, et l'article 1 du protocole 1 concernant le droit de propriété. Dans 9% des cas, la Cour a conclu à une violation grave de la Convention concernant le droit à la vie ou l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Précisément, dans ce cadre-là, l'arrêt Thirer, en 1978, dans ce cadre, la Cour affirme
je cite, qu'un niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique parallèlement et inéluctablement une plus grande fermeté dans l'appréciation des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, lesquelles nous semblent proches des valeurs qui identifient et caractérisent une civilisation. Lorsqu'en juillet 1999, la France est condamnée par la Cour européenne des droits dans une affaire de brutalité policière, la Cour de Strasbourg affirme que, du fait que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles certains actes autrefois qualifiés de traitements inhumains ou dégradants et non de torture pourraient recevoir une qualification différente à l'avenir. Et donc, en qualifiant torture des actes qui auparavant étaient considérés comme des traitements inhumains ou dégradants, la CEDH participe au progrès de la civilisation et joue pleinement son rôle de gardienne des droits de l'homme en Europe. Finalement, même si par le jeu de l'appel et du recours en cassation en droit privé ou auprès du Conseil d'État ou du juge, l'importance d'une juridiction supranationale apparaît comme une solution qui va dans le sens du progrès, dans la préservation des droits fondamentaux. En conclusion, je dirais que le progrès n'existe pas véritablement en droit. Il y a des progrès et on peut avoir une approche différente, bien sûr, selon la nature des affaires, la nature des droits en question. Et si, comme s'interroge Kant, le progrès du droit est le résultat d'un mécanisme naturel, l'évolution de la norme juridique peut être considérée comme un progrès chez certains et comme un retour en arrière pour d'autres. Les exemples plus ou moins récents, les controverses suscitées par l'évolution de notre droit relativement à la peine de mort, à l'intervention volontaire de grossesse, au mariage pour tous, montrent bien que la notion de progrès est extrêmement relative en droit. En revanche, ce qui est certain, c'est que la mise en œuvre du droit à l'éducation a eu des effets sur l'éveil progressif de la conscience politique et juridique humaine, et qu'elle a contribué à faire évoluer la société, malgré tout dans un sens de progrès. Si l'amélioration de la technique juridique a du bon, le revers de la médaille est le juridisme, d'une part. Et d'autre part, les sociétés procédurières, comme les États-Unis, où le procès est devenu un moyen d'expression ou de faire de l'argent. L'histoire du droit à travers le prisme de la notion de progrès est une des façons d'appréhender une problématique complexe. Elle nous permet de prendre conscience de la difficulté d'une question à travers, finalement, des exemples extrêmement variables. Et finalement, parce que le droit est le produit d'une société qui est toujours extrêmement complexe, on peut se dire que, finalement, la réflexion historique est tout à fait essentielle pour prendre la mesure des enjeux de ce que sont le droit et le progrès. Je vous remercie.